Salut donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry, épisode donc 167. Aujourd'hui on va parler donc de multipotentiel, de développement personnel, de personnalité, enfin tout ce qui touche autour donc de ce sujet-là. Si toi-même tu es quelqu'un qui est un type de couteau suisse qui touche à tout, qu'il soit dans le monde du travail ou plutôt dans l'entrepreneuriat, ce qui correspond plutôt au podcast, mais bon, tu vas voir qu'on peut être multipotentiel un peu partout. Donc on va en parler avec mon invité que j'ai déjà eu il y a un an, donc bien content de la revoir, surtout qu'elle a entre-temps créé un podcast. Donc parfait, je te dis tout, donc après on va remercier le sponsor. Dropeasy, c'est l'e-commerce pour tous sans les soucis de l'e-commerce classique. Plus besoin d'avoir du stock ou de faire des colis. Tu n'as qu'à choisir les produits, les mettre en valeur sur ta boutique Dropeasy et encaisser l'argent. Même si tu n'y connais rien en e-commerce ou en marketing, pas de souci, Dropeasy a été créé pour que tu puisses te lancer rapidement et facilement. Lance-toi dans le dropshipping de qualité avec Dropeasy. Ils ont des partenariats avec des fournisseurs européens et des produits de grande qualité. C'est pour cela qu'ils t'offrent une formation complète. Il te suffit de tester gratuitement pendant 14 jours aujourd'hui avec le lien suivant: Thierry-du6henry.fr/Dropeasy. Thierry-du6henry.fr/Dropeasy. De retour donc après avoir remercié le sponsor, aujourd'hui donc j'ai Frédéric Génicaud donc qui vient de sortir le livre Multipotentiel. Donc tu vas voir, on va parler donc du contenu, de ce qu'est un multipotentiel. Moi j'avais une idée différente, donc ça tombe bien. Je l'ai lu, un très beau livre, très intéressant, avec du contenu très développement personnel. Et donc tu vas pouvoir mieux comprendre ton statut si tu l'es, si tu es même salarié ou entrepreneur, comme j'ai dit, c'est les deux cas. Si tu penses aussi que tu as du potentiel, mais tu penses qu'il n'est pas bien utilisé, ou tu pars un peu dans tous les sens dans tes idées et tu n'arrives pas à avancer, elle va aussi donc t'expliquer qu'il faut créer des systèmes, comment il faut les faire, pourquoi il faut les faire et comment ça peut te libérer du temps. Donc reste bien jusqu'à la fin, c'est un truc qui n'est pas très long, donc ça tombe bien pour toi. Donc voilà, je te dis à tout de suite avec Frédéric. Salut Frédéric, comment tu vas? Bonjour Thierry, je vais bien. Merci de prendre le temps donc pour parler donc de ton livre qui vient de sortir la semaine dernière, quand on va publier l'épisode. Je t'avais eu il y a un an et donc là on va repartir donc sur ton nouveau projet. Je te laisse te représenter pour ceux qui connaissent pas, sinon je mettrai le lien vers le premier épisode que j'ai fait il y a un an avec toi. Eh bien, donc je vais me présenter rapidement. Je suis coach entrepreneur, je suis conférencière, autrice et créatrice de podcasts. Donc tu l'as bien compris, vous l'aurez tous compris, je suis une multipotentielle. D'accord, c'est le sujet du livre, donc on va en parler. Donc tu viens de sortir le livre, déjà une question qui va te paraître bizarre, pourquoi sortir ce livre-là? Pourquoi parler du multipotentiel? Eh bien parce que mon premier livre parlait de différents profils d'entrepreneurs, dont les slasheurs, que j'ai beaucoup de questions sur ce profil-là, et que je me suis rendu compte aussi que les slasheurs, c'est une forme de multipotentiel, pour être précise. Et je me suis rendu compte aussi que beaucoup de personnes avaient du mal à assumer cette multipotentialité et surtout à prendre leur place. Et donc, moi, je me suis rendu compte que ma vie, c'est ça depuis très longtemps. Quand j'étais étudiante, quand j'étais salariée, c'est ce que je raconte dans mon livre, quand j'étais entrepreneur. Et j'ai trouvé un certain nombre de méthodes, de recettes. J'ai arrangé pas mal de choses que j'ai pu trouver, expérimenter. Je me suis fait accompagner. Et je me suis dit que ça serait intéressant de partager tout ça avec d'autres multipotentiels. Voilà. Ok. Bon, avant ça, donc tu vas quand même me décrire ce qu'est un multipotentiel, parce que moi j'avais que l'idée du slasher, comme tu as dit, plutôt entrepreneuriat, parce que là dans le livre tu parles de différents profils. Moi je me suis même revu parce que j'aurais voulu me revoir, comme je t'ai dit en off, sur le côté haut potentiel, mais ça on ne saura jamais, si j'ai bien compris. On en parlera après. Mais côté plutôt la personne qui change souvent d'activité, d'endroit, même si je sais que indirectement je sais chez moi, parce que ma mère est pareil, a toujours fait pareil, j'ai toujours vu changer très souvent d'activité, de pouvoir rebondir je me suis dit je suis comme ma mère. Et donc ça m'a pas gêné, mais quand tu l'as décrit dans le livre, c'est encore plus profond. Donc pour ceux qui ont des doutes, ils disent mais qui je suis? C'est pas qu'ils vont tout savoir en lisant le livre, mais ça va pouvoir leur dire voilà, t'es normal, t'es juste un multipotentiel, donc il faut l'assumer. Bon, j'ai fait un bond un peu trop vite dans le livre, mais bon, dis-nous qu'est-ce qu'est pour toi un multipotentiel? Ce sont des gens qui ont eu plusieurs métiers différents dans une même vie. Donc dans le livre, je parle par exemple de Michael Marc, qui est juriste, qui a été assureur, banquier, qui est boulanger maintenant. Mais ce sont aussi des gens qui peuvent avoir plusieurs activités en même temps, ce que tu appelles un slasher,
que cela soit des activités où il y a un lien commun, il y a une espèce de métier ombrelle, de métier parapluie, ou des gens qui ont différentes activités sans lien avec ces activités. Ça peut être, par exemple, dans le livre, je parle de Maud Fay, qui est consultante en communication et photographe. Voilà. Et puis il y a des gens, et il y en a effectivement aussi, qui eux ont un travail qui est purement alimentaire et qui ont une passion à côté de ce travail-là. Et donc ce qui est important, c'est d'avoir une activité qui est rémunératrice, et puis à côté de vivre cette passion. Et dans le livre, je parle d'Einstein, puisque c'était son cas. Et en fait, cette classification-là est une classification qui a été proposée par Emily Wapnick, qui a beaucoup parlé des multipotentiels. C'est une Canadienne qui a fait un TEDx qui parle des gens qui n'ont pas de vocation unique et qui a surtout écrit un livre qui n'a jamais été traduit pour l'instant en français, qui s'appelle How to Be Everything. How to do everything. How to be everything. How to be. Donc comment être tout, quoi. Comment faire tout, ouais. Ça raconte bien l'histoire des multipotentiels. Ouais. Ok. C'est parfait. Parce que c'est vrai que moi, quand je t'ai dit, j'ai lu, je me suis toujours dit, ouais, c'était plutôt le côté slasher, plutôt le côté entrepreneurial. Donc dans le livre, tu parles de ceux qui sont salariés, enfin, tu parles de différents domaines. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très actuel par rapport au business en ligne et par rapport même à ce qui passait dernièrement le Covid, où les gens ont dû se débrouiller comme ils pouvaient, mais c'est un truc qui est pas nouveau. En fait, c'est assez ancien, le multipotentiel. En fait, les multipotentiels existent depuis toujours. Je parle dans le livre aussi des polymathes, c'est-à-dire les gens qui ont plusieurs expertises, qui sont multi-experts, et Léonard de Vinci en était un. Simplement, on est arrivé aujourd'hui dans une situation où c'était les experts qui étaient vraiment mis en avant. Parce qu'en fait, l'organisation du travail a valorisé les gens qui étaient des experts. Et on arrive à un moment aujourd'hui où il y a une combinaison de deux choses. D'une part, l'entreprise a besoin peut-être de compétences et de personnalités différentes, parce que le monde est complexe, parce que le monde évolue vite, parce que le monde est interdépendant, parce qu'il est global, parce qu'il y a eu cette pandémie avec ça fait prendre conscience aussi du niveau d'incertitude, des transformations qui sont nécessaires. Et d'un autre côté, il y a la volonté aujourd'hui de chacun de s'accomplir aussi personnellement, et en tout cas dans la vie professionnelle, et donc de retrouver du sens. Et donc quelque part, on n'a plus envie de faire de compromis. On est prêt à assumer complètement le fait qu'on change plusieurs fois de métier ou qu'on en a plusieurs en même temps. Et d'un autre côté, les entreprises ou les donneurs d'ordre, puisqu'on parle des entrepreneurs aussi, sont assez friands de ces personnalités-là. Parce que ces personnalités-là ont des soft skills, ces compétences qui sont très recherchées. Et donc, il y a aujourd'hui, si tu veux, un moment particulier qui fait que ces deux-là se rencontrent. Ces deux mondes se rencontrent. Et donc, on est arrivé à un moment où on parle plus des généralistes, on parle plus des touche-à-tout, et où ces personnalités-là sont beaucoup plus valorisées que dans le passé. Ouais, donc ton livre arrive au bon moment pour ceux qui se posent des questions. Moi, je trouve qu'il y a un moment, oui, il y a quelques années, même pas très loin que ça, hein, on avait du mal, enfin, je parle pour ceux qui sont comme moi, plutôt qu'on crée des boîtes, qu'on fait l'aller-retour entre le salariat et l'entrepreneuriat, où t'es arrivé, j'en parlais un peu dernièrement dans un épisode, hein, où t'es arrivé dans le monde du travail, tu revenais, en fin de compte, on serait aux États-Unis, on t'aurait reclassé, parce qu'on dit, voilà, lui, il a pris des risques, il est courageux, il a appris des choses, donc on va le classer dans les choses où il peut utiliser son multipotentiel. Et au contraire, même si tu as les diplômes, même si tu as créé 2-3 boîtes, on te remet au bas de l'échelle et tu dois recommencer et on te pointe du doigt, voilà, t'as voulu prendre des risques, tiens, recommence en bas et voilà. Donc bon, comme tu dis, ça arrive au bon moment, je pense, c'est en train de changer tout doucement, aussi peut-être grâce à la crise et comment maintenant on apprend les choses, on va dire. Mais moi, j'aimerais parler aussi donc, du multipotentiel et du haut potentiel. Est-ce qu'il y a un vrai lien, même si on en a parlé un peu en off, est-ce que tous ceux qui sont multipotentiels sont automatiquement plus intelligents ou plutôt une capacité à apprendre rapidement et à pivoter plutôt facilement? Alors, le multipotentiel, il fait appel à plusieurs formes d'intelligence. Et donc, effectivement, le haut potentiel intellectuel, ce qu'on appelle le HPI, aujourd'hui, la mesure qui est en lien avec ce HPI, c'est la mesure du quotient intellectuel. Et donc, si ton QI est supérieur à 130, tu es un HPI. Pour le faire en résumé, en très très résumé. Aujourd'hui, il n'y a pas de mesure
pour calculer la multipotentialité telle que moi j'en parle dans le bouquin. Et cette mesure du QI, elle, est plutôt liée à l'intelligence logique, l'intelligence rationnelle. Or, on sait maintenant qu'il y a d'autres formes d'intelligence qui sont par exemple l'intelligence émotionnelle. Et je cite dans le livre aussi d'autres formes d'intelligence, l'intelligence créative par exemple. Mais il n'y a pas aujourd'hui d'indicateur pour mesurer ce type d'intelligence-là. Donc moi je dis aujourd'hui que des multipotentiels, certains sont hauts potentiels et donc ont un QI qui peut être mesuré et qui est supérieur à 130, mais on a aussi des multipotentiels qui ne sont pas des hauts potentiels tels que définis par cette mesure-là. Donc il y a les deux qui se retrouvent sur ce vocable de multipotentiel et c'est de ces deux-là dont je parle dans le livre. Voilà. D'accord. Et ben maintenant pour un peu avancer, tu l'as dit tout à l'heure un peu différemment, mais comment on fait, donc si là on a écouté un petit peu ou on se sent déjà un peu, je sens qu'elle parle de moi, comment on fait pour assumer sa multipotentialité et comment on le fait, comment on peut avancer et éviter de se saboter parce qu'on le sait, on a pris l'information, on comprend qu'on est un peu différent et comment on fait pour avancer dans le monde de l'entrepreneuriat ou du travail. Je pense que la première chose c'est de se reconnecter avec soi. Enfin, ça fait un petit peu développement personnel, mais c'est vraiment important. C'est effectivement de bien identifier ses talents, ce qu'on sait bien faire, ce qu'on aime faire. Donc ça, c'est les talents et les compétences. Et moi, j'ai beaucoup travaillé un élément que je trouve très intéressant, qui est la vision de la réussite. Qu'est-ce que ça veut dire la réussite pour moi ? Et c'est important quand on est multipotentiel parce que quelque part, on va aller contre, ou en tout cas on ne va pas être loyal à toute son éducation, tout ce qu'on a pu entendre sur ce qu'il fallait faire, quels étaient les métiers à faire, quel était le parcours professionnel valorisé. Et derrière cette réflexion sur sa réussite, il y a bien prendre conscience de ses besoins et aussi prendre conscience de ses limites, là où on veut les poser, et donc quelque part de travailler ce qui nous motive nous, personnellement, une motivation qui est intrinsèque plutôt d'avoir une motivation extérieure. Donc ça, c'est la première chose. Alors j'explique aussi dans le livre que tous les multipotentiels ont un fil rouge, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont communes à toutes les activités qu'on peut avoir, que ce soit les activités qu'on a eues si on a été salarié, et puis les activités qu'on a quand on est entrepreneur. Donc ce travail personnel, finalement, va aider aussi à détecter, mais qu'est-ce qui fait le lien entre toutes ces activités que j'ai eues. Et puis, il y a une vraie réflexion aussi sur le rôle qu'on a envie de jouer dans le monde. Je pense qu'il y a un élément qui est très important dans tous les multipotentiels que j'ai pu rencontrer, c'est la notion de sens. C'est-à-dire pourquoi on fait les choses. Quelle est notre contribution au monde ? Pourquoi on a envie de faire des tas de projets ? Pourquoi on a envie d'apprendre ? Le sens est vraiment important. Et c'est d'ailleurs ça qui va nous pousser à un moment à assumer complètement cette multipotentialité et vraiment être très engagé dans ce qu'on peut faire. Je suis surprise aussi de voir le nombre de multipotentiels qui ont une réflexion sur l'impact qu'ils ont. Et ils utilisent ce mot dans la façon dont ils peuvent exprimer leurs activités, leurs différentes slash finalement dans leur vie professionnelle. Après, effectivement, il y a un certain nombre de freins. Alors, on va peut-être en parler après parce que je suis en train de te raconter tout le livre. Et en fait, c'est un sujet qui me passionne tellement. Il y a quelqu'un qui m'a dit la semaine dernière que j'étais habitée par ça. C'est un peu vrai parce que je me suis rendu compte que finalement, même salarié, moi ça fait bien longtemps, j'avais déjà cette attitude de multipotentiel. Donc je vais te laisser me poser les questions parce que sinon je suis lancée. Dans tous les cas, j'en ai parlé déjà avant. Et moi, c'est la partie qui m'a surpris. Donc j'allais, parce qu'en plus tu finis par ça, donc j'allais finir par ça. Mais bon, on va suivre le film. Et donc, voilà, pour ceux qui ont fait un petit teasing, pour ceux qui sont plutôt, qui ont plutôt un profil salarié, donc ou salarié classique ou intrapreneur, parce que c'est peut-être ces personnes aussi qui vont peut-être être touchées par ça. Oui. Bon, on va en parler à la fin. Donc on est donc multipotentiel, on s'est assumé. Comment on gère la partie plutôt concentration, émotion, mentale? Comment on gère tout ça? Parce que par rapport à ce que tu as dit, j'ai l'impression que souvent c'est lié, il y a l'intelligence, le QI classique comme tu dis, mais il y a aussi une grande partie peut-être émotionnelle, peut-être de personnes passionnées qui ont envie de faire des choses. Donc comment on gère toute cette envie de faire des choses, de devoir changer?
Alors, il y a juste une chose que j'ai envie de dire avant, c'est qu'en fait, quand on parle des multipotentiels, les gens vous disent, vous allez vous reconvertir. Oui, moi je pense que quand on est multipotentiel, on se reconvertit toute sa vie. Donc, il faut arrêter de penser que ça va pas, je vais me reconvertir. Non, c'est comment j'apprends à vivre avec cette reconversion permanente. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, ce sont des personnalités qui sont très empathiques, des personnalités qui font des liens, ça fonctionne très vite, hein, la pensée en arborescence est très développée, et donc on peut être submergé par ça. Donc c'est la capacité à gérer ses émotions, effectivement, et à éviter de rentrer dans un process où on va ruminer sans cesse. Je crois que ce qui est important aussi, c'est toute la relation qu'on a avec les autres, et à travers la relation qu'on a avec les autres, c'est-à-dire le regard que les autres peuvent porter sur nous et le jugement qu'on pense qu'ils ont sur nous, c'est notre relation à soi. Et je pense qu'on est parfois très dur avec soi aussi, très exigeant. On regarde beaucoup ce que font les autres et finalement, moi j'ai appris aussi à développer une forme de bienveillance avec moi, une forme de douceur. Et je parle beaucoup de ça dans le livre, je parle beaucoup de l'autocompassion. C'est-à-dire arriver finalement face à certaines situations à prendre du recul et à trouver le moyen de rebondir entre guillemets et de vivre ces situations un peu mieux. Donc ça c'était pour te répondre à tes questions liées à l'émotion. Alors je donne des modes d'emploi parce que ça je ne l'ai pas encore dit, mais le livre c'est comme ce que j'aime faire, expliquer les choses simplement et puis aussi finalement proposer des modes d'emploi et proposer aussi des conseils. Hein. Mes conseils, c'est ce que moi j'ai expérimenté et c'est vraiment mes trucs au quotidien. Donc pour revenir sur la partie émotion, c'est essayer de prendre de la distance par rapport à celle-ci et développer une forme de bienveillance personnelle. Pour l'énergie, moi je crois qu'il y a une chose, mais ça c'est assez personnel, c'est finalement bien comprendre ce qu'on fait facilement. Parce qu'il y a des choses qu'on fait facilement et c'est peut-être que ce que font les multipotentiels aiment apprendre des nouvelles choses, etc. Et moi je me suis vraiment concentrée ces dernières années sur qu'est-ce que je fais facilement, qu'est-ce qui est possible rapidement et essayer d'avoir ça assez vite. Et dans l'entrepreneuriat, c'est quand même appréciable. Et puis derrière, ça me permet d'abord de dégager du temps pour faire d'autres choses. Et puis ça permet de gérer l'énergie autrement. Je trouve parfois on se complique un peu trop la vie parce qu'on va sur plein de projets différents. Et donc, le fait d'aller vers des choses finalement qui sont simples, évidentes, ce qui est une vraie réflexion aussi, hein. Arriver à détecter ce qui est essentiel et ce qui est devant notre nez, c'est pas simple. Donc ça fait appel aussi à une forme de créativité, donc ça peut être intéressant quand on est multipotentiel. Et ça permet finalement aussi de dégager du temps pour autre chose. Moi j'ai beaucoup travaillé aussi l'hybridation, c'est-à-dire de combiner plein de choses que je sais faire. Et donc quand j'ai une nouvelle idée, j'essaie toujours de voir quel lien elle peut avoir avec ce qui existe déjà, pour essayer d'aller plus vite, et d'aller plus vite sur le marché, plus vite un feedback d'un client, plus vite de développer cette nouvelle activité. Donc l'énergie, j'ai vraiment... pour mieux gérer sa vie de multipotentiel, on va dire. C'est ça, et c'est finalement, tu vois, les routines et les rituels, on se dit oui, c'est hyper contraignant, etc. Mais quand tu as des routines comme ça que tu as développées toi, eh bien, ça te donne plus de liberté et ça te permet à côté de faire autre chose. Tu vois, on voit toujours le côté routine en disant « Oh là là, les routines, oui, ça va être... je vais m'enfermer dans une case. » Mais quand tu trouves quelques routines qui sont bien pour toi et qui fonctionnent bien pour toi, eh bien, à côté, ça te libère du temps pour autre chose. Et même chose, c'est aussi se dire comment je me ressource, comment je fais pour dormir bien. J'ai une vraie réflexion en me disant, c'est pas parce qu'on est multipotentiel qu'il faut en faire plus. Il faut essayer d'en faire mieux. Et ça, c'est ces dernières années où j'ai vraiment évolué là-dessus, où j'ai vraiment pris conscience aussi parce que l'âge fait que on a moins d'énergie, donc on raisonne autrement. Mais, et c'est ce que j'essaye de montrer aussi dans le livre, c'est proposer plein d'outils
et que chacune puisse piquer un ou deux outils, les combiner, parce qu'on adore faire ça, parce que je me suis rendu compte aussi que les bouquins de développement perso avec les outils tout préfaits, etc., c'est pas notre truc. C'est-à-dire on va trouver ça sympa, puis à un moment on va se sentir enfermé. Donc moi j'invite vraiment les gens, il y a plein de choses différentes, à tester les choses, à combiner l'un avec l'autre et à trouver des routines qui sont propres. Mais ça donne après un espace, ça, quelque part ça libère et puis ça permet aussi de s'accorder un peu plus de temps pour des choses qu'on a envie de tester, pour des idées qu'on a envie de creuser, parce que toutes les idées ne sont pas bonnes non plus aussi à pousser jusqu'au bout. Parce qu'on est quand même des formidables personnalités à détecter les opportunités, à faire des liens, mais toutes les opportunités et tous les liens ne sont pas bons pour nous, puisque je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on a des talents, on a des compétences, on a une vision de notre réussite, on a une vision de notre contribution dans ce monde, et même si on voit des choses, tout n'est pas bon à prendre. Et ça, j'ai appris aussi, ces dernières années, il faut savoir, plus par rapport à ce sélectif. qu'on connaît, sa vision, savoir dire non, pour pas lancer plein de projets en même temps et faire des grosses erreurs. Voilà, en fait, c'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai enregistré là un dernier épisode de mon podcast à moi je parle de bouquins business, et là je parle d'un bouquin qui s'appelle L'essentialisme, et il dit il faut apprendre à dire non, mais surtout à dire un vrai oui. Et c'est ça, c'est vraiment trouver les projets qui nous parlent particulièrement, et pas foncer tête bêche en se disant c'est super intéressant, c'est créatif, je fais des liens, je vois comment je peux y arriver. Il y a des choses qui sont moins faites pour nous que d'autres. Et je crois que prendre sa place de multipotentiel, parce que ça c'est la seconde étape, c'est vraiment se dire ça je garde, ça c'est pas pour moi, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Ou sur cette activité-là, qu'est-ce qui est pour moi et avec qui je peux m'associer ou avec qui je peux créer un format de partenariat. Parce que ça c'est un autre élément aussi qui est très intéressant chez les multipotentiels, c'est cette capacité à créer le lien rapidement, et donc à créer autour de projets, des écosystèmes, des partenariats, des systèmes innovants finalement de collaboration. Et dans le livre, il y a une personne qui en parle très bien, c'est Nathalie Novak, qui a créé un cabinet d'intelligence collective qui s'appelle Infusion, qui a une façon particulière de parler de la concurrence et de parler de processus collaboratifs, même dans la façon dont elle aborde son marché. En parlant de ça, donc par rapport à tout ce que tu viens de dire, tu en parles en fait dans le livre, le syndrome de l'imposteur et surtout l'échec. Comment tu apprends à gérer ça? Comment on doit... Bon, l'échec, ça, si on est multipotentiel et on tente beaucoup de choses, il y aura automatiquement un échec, mais il faut donc apprendre à le gérer. Et aussi le côté de l'imposteur, parce que si on change souvent l'activité, surtout en France, on peut se dire, bah non, mais il y a une semaine, tu étais expert en ça, et maintenant tu changes comme ça. Donc comment le multipotentiel peut gérer ce type de changement? Alors je crois qu'il y a des choses très simples, c'est déjà regarder un petit peu en arrière, regarder par où on est passé, regarder ce qu'on a réussi. C'est quand même assez significatif. C'est prendre conscience que on était très loin de l'endroit où on se trouve maintenant, et le chemin parcouru, les actions qu'on a réalisées, ça c'est clair. C'est sur la partie entrepreneur, le syndrome de l'imposteur, c'est la question de la légitimité. Et là, c'est se dire comment je fais pour aller le plus vite possible, rencontrer mon marché, rencontrer mes futurs clients. Et ça, c'est Gaël qui a réalisé les sketchs du livre, qui explique aussi que quand on est face à quelque chose de nouveau, c'est trouver des points d'appui avec ce qu'on a déjà fait dans le passé. Et on va se rendre compte que finalement, il y a toujours quelques zones de recouvrement. Et donc ça va nous donner une forme de confiance. Et puis, je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est aussi une réflexion plus personnelle qu'il faut avoir sur notre relation à soi et notre relation à l'autre. C'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Donc c'est à la fois des choses, tu vois, très pratiques, très pragmatiques, qui peuvent permettre d'avancer, mais je crois qu'il y a un moment, il faut aussi se poser la question de est-ce que la sécurité, elle se trouve dans ce que les autres disent, ou est-ce que la sécurité, on se la construit aussi à l'intérieur de nous-mêmes? Donc voilà, on peut agir, si tu veux, de manière très concrète, très court-termiste, en regardant ce qui a déjà été fait, en trouvant des points de recouvrement avec des choses qu'on a réalisées.
Mais derrière le syndrome de l'imposteur, il y a aussi une vraie question sur la relation à soi. Et donc je pense qu'à un moment, il y a ce questionnement-là qui est aussi nécessaire pour mieux vivre les choses. Et ça participe de cette réflexion sur le rapport à soi, qui est aussi présente dans le livre. Hein. Le livre est pas un livre de développement personnel, il est un livre de beaucoup de choses. Un petit peu quand même. Hein. C'est vrai que je l'ai lu, je me suis dit, mais par contre, non, si on aime le développement personnel, je pense qu'on va aimer le livre, en tous les cas. Mais il y a une bonne partie, je me suis dit, tu vois, tu essaies de te détacher réellement. Tu as des bons exemples. C'est pas un guide du développement personnel, mais quasiment. Il y a vraiment certains trucs de base que si personne ne les connaît pas, se dit, c'est intéressant. Les personnes qui l'auront lu vont le relire, c'est bien. Mais on voit très bien qu'il y a quand même un côté, il faut se connaître, quoi. Il faut savoir pourquoi on fait les choses, avoir une vision, enfin, c'est la base, quoi. En fait, c'est un chemin. C'est un chemin. C'est un chemin qui est, de toute façon, c'est le chemin de tout le monde, multipotentiel ou pas. Les multipotentiels ont à la fois un chemin qui est d'une richesse incroyable parce que des choses absolument géniales, quoi. Moi, je dis, je suis entrepreneur parce que je peux avoir une idée et dans la journée la mettre en place. Et aussi un chemin qui est peut-être un chemin où on prend des chemins de traverse, qui est plus compliqué parce que on n'est pas dans le chemin classique. Dans je dirais le parcours qui est valorisé, le diplôme, il y a beaucoup de gens qui sont autodidactes aussi, hein. On n'en a pas parlé. Et donc finalement, on se retrouve parce qu'on veut imposer qui on est. On se retrouve un peu en porte-à-faux avec un modèle qui est largement valorisé dans les entreprises et aussi peut-être dans l'entrepreneuriat. Donc c'est pas dire c'est un cheminement. Voilà, la vie c'est un cheminement et le cheminement du multipotentiel il est très, très 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 riche parce qu'on est très sollicité, parce qu'on a plein d'envies et ça renvoie aussi à beaucoup à notre éducation, à des croyances qu'on a intégrées, qui sont limitantes. Alors j'explique aussi dans le livre qu'est-ce que c'est une croyance, comment s'en détacher. Donc forcément, je suis obligée de passer aussi par là pour donner des pistes pour que les personnes qui ont envie de vivre pleinement leur potentiel y arrivent. Je comprends. Avant donc d'avancer et de répondre à la question, parce que tu m'as tendu la perche pour l'autodidacte, donc on va en parler, de faire un coucou je la connais pas, mais toi tu la connais parce qu'elle a fait les illustrations, donc à Gaëlle, parce que moi j'ai bien aimé, à chaque partie il y a des illustrations, vraiment très bien. C'est vraiment un livre intéressant, beau à lire. Enfin, tout est beau, tout est magnifique. Et puis, comme je dis, si on aime le développement et si on a envie de connaître, de creuser un petit peu, bien sûr, on va aimer. Si, bien sûr, on est loin du multipotentiel, bon, pas la peine. Mais réellement, c'est... Et donc, voilà, vraiment des belles illustrations. Donc, Coco Elle, comme tu la connais. Puis, je mettrai des liens vers ce qu'elle fait, parce que je pense que c'est très intéressant. Donc, l'autodidacte, parle-nous-en alors. L'autodidacte, oui, effectivement, c'est la personne qui est pas dans la case classique, quoi. C'est la personne qui décide peut-être de partir... qui est multipotentiel dès le départ. Je suis assez pas mal automatiquement placée pour en plus du parler, côté entrepreneurial ou c'est peut-être aussi un salarié? Moi, dans mon esprit, en fin de compte, ce serait plutôt l'entrepreneur, quelqu'un qui apprend. Après, le salarié, est-ce que c'est la personne qui va monter les échelles, qui part de zéro, qui va tout grimper et apprendre et faire des formations ou se former tout seul? Comment tu la vois? Je pense qu'il y a des autodidactes encore. Il y a des autodidactes dans le monde de l'entreprise. Il y en a peut-être moins aujourd'hui qu'il y en avait avant. Après, quand le marché est sous tension, comme il l'est aujourd'hui d'ailleurs, hein, quand tu as une demande qui est supérieure à l'offre, effectivement, tu vas aller chercher des profils qui sont un petit peu différents, ce que j'appelle les profils atypiques. C'est difficile d'être autodidacte parce que finalement, on a toujours valorisé le parcours classique, que les gens se sont rassurés par ça, se sont rassurés par un diplôme, puisque les gens qui ont un certain diplôme engagent des personnes qui ont le même diplôme. Et parce qu'on y voit finalement une forme de... On se dit, on va avoir du résultat. La personne va être directement opérationnelle. C'est une sorte de mérite. Elle a passé 5 ans sur les bancs, elle a appris des choses, elle s'est bourré le cerveau, donc c'est qu'elle n'est pas stupide, quoi. Ça, et puis je pense qu'on se dit aussi qu'elle sera directement opérationnelle. Tu vois, quelque part, on est passé par là, donc on sait ce que c'est. Il y a le risque, il y a la notion de je prends le moins de risques possible. Et l'autodidacte, c'est plus compliqué, entre guillemets. Mais voilà, moi je suis assez mal placée pour en parler parce que je ne suis pas une autodidacte puisque j'ai fait
des études universitaires, même si après j'ai évolué dans des environnements qui n'étaient peut-être pas nécessairement les environnements prédestinés pour la formation que j'ai suivie. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être tous un peu des autodidactes, puisqu'en fait, les métiers n'existent pas, ou en tout cas, beaucoup de métiers vont disparaître. Donc, j'engage les autodidactes pas à persévérer, parce que c'est un mot un petit peu fort, mais eux ont peut-être déjà les bons réflexes pour s'adapter parfaitement à ce monde aujourd'hui, où, c'est ce que j'explique aussi, des nouveaux métiers vont arriver, et où la durée de vie d'une compétence est très réduite. Par rapport à ce qu'on dit, c'est que si on n'est pas, enfin, je sais pas si c'est le mot autodidacte, c'est plutôt être flexible ou ne pas avoir peur de changement. Dans le monde qui évolue, qui va très vite, on sait très bien qu'il y a plein de métiers qui vont disparaître. Donc si on n'a pas cette compétence à rebondir, à regarder, ouvrir les yeux, à dire voilà, je dois aller par là, sinon je vais mourir, et à dire non, je garde mon boulot, non, il bougera pas, c'est sûr que c'est compliqué. Donc je sais pas, c'est pas vraiment le mot autodidacte, mais il faut un moment se former et avancer. C'est une capacité d'adaptation. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Une capacité d'adaptation qui est forte, une flexibilité qu'ont les multipotentiels, puisqu'on ne fait que ça. Et donc, c'est vrai que c'est des qualités qui sont aujourd'hui appréciées dans le monde du travail, de manière générale. Bon, on va pas donner tout le contenu du livre, hein, je mettrai le lien pour aller le voir, ou aller se former avec toi. Donc juste, dernière question, parce que bon, je t'ai déjà eu, donc je vais pas te poser les questions que je pose habituellement à tous mes invités. Tu les connais, et donc je mettrai le lien vers cet épisode-là. Mais juste nous donner un peu la différence, parce que là j'en ai souvent, j'ai voulu tenter de te pointer vers l'entrepreneuriat. La différence que tu vois, la grande différence, ou les exemples que tu peux me donner, parce que tu en as dans le livre, entre le multipotentiel entrepreneur et le multipotentiel salarié. Le multipotentiel entrepreneur, être multipotentiel entrepreneur, c'est open bar, quoi. C'est juste extraordinaire, parce que à la limite, la difficulté, c'est de bien sélectionner les projets qui nous correspondent et de bien travailler, je pense, le rapport à l'argent. Parce que derrière ça, il y a toujours la notion de j'aime les choses, elles me font plaisir, mais il faut aussi faire de l'argent. Donc c'est pas toujours simple. Il y a ça, et puis l'entrepreneur, il a parfois une difficulté aussi à parler de soi et à dire, mais finalement, je sélectionne quel type d'activité avec qui pour être rapide. Mais la vie d'entrepreneur est juste géniale, parce que elle est une mise en musique de cette capacité à générer des opportunités, avoir des signaux faibles, et à les développer avec des formats de collaboration et de réseau qui sont très propres aux multipotentiels. Le salarié, c'est... Moi, je pense que... Alors, moi, j'ai été salarié et je me suis rendu compte que j'étais déjà multipotentiel à l'époque. Ma grande chance, c'est d'avoir travaillé dans des entreprises où tout était à créer. Puisque j'ai exercé des fonctions dans 2 secteurs qui étaient des secteurs qui se créaient à l'époque, à savoir l'informatique grand public et la téléphonie mobile, pour être précise. Et en fait, ce que je pense, c'est qu'il faut arriver à se dire que on peut aussi... parce que le multipotentiel, et ça on ne l'a pas dit, à un moment il s'ennuie. Alors l'entrepreneur, c'est facile, il va rencontrer du monde, il va regarder le marché, etc. Oui, mais je vais quand même le dire. Parce qu'on culpabilise, tu vois, quand on abandonne, quand on arrête une formation avant la fin, quand on arrête un projet qui marche. Parce qu'il y a des gens aussi dans le livre qui disent ça. Ça marchait, mais j'ai arrêté parce que je m'amusais plus, je m'ennuyais. Eh bien, ça, c'est aussi notre vie. Eh bien, quand on est dans le monde de l'entreprise, c'est se dire peut-être qu'on peut être acteur, qu'on peut proposer des choses. On peut finalement avoir cette même logique d'entrepreneur au sein de l'entreprise. Et je parle effectivement de l'intrapreneuriat, qui est cette logique qui est poussée à l'extrême, où il y a l'exemple de Ludovic Boutin qui est dans le... Parce qu'il y a 10 portraits aussi, hein. Je parle de gens, mais c'est les 10 portraits qui sont dans le livre. Donc Ludovic Boutin, lui, a travaillé chez Decathlon, et au sein de Decathlon, il a développé un projet intrapreneurial. Donc c'est se dire, plutôt que de subir les choses, essayons d'être acteurs, et puis essayons de développer peut-être au sein de l'entreprise, en tout cas de mettre ces qualités que nous avons de multipotentiel bien au service de ce qu'on peut faire dans les entreprises. On a une bonne compréhension
de l'organisation, on voit les choses. Donc ça veut dire qu'on peut détecter des opportunités aussi dans les entreprises. On comprend bien comment fonctionnent les différents réseaux dans l'entreprise, les pouvoirs. Et donc toutes ces informations-là, on peut les mettre au service de nouveaux projets. Et c'est peut-être aussi une autre forme de relation à développer avec son manager. Moi, je pense que quand on a des multipotentiels dans nos équipes, et c'était mon cas, c'est un truc incroyable, parce qu'on a des gens qui ont une capacité à développer des nouveaux projets qui est très forte. Et donc, une fois qu'on a bien compris qui a ce profil-là, parce que tout le monde ne l'a pas, c'est travailler avec ces gens main dans la main en leur permettant de s'exprimer. Alors, il y a un autre travers quand on est manager de multipotentiel, c'est qu'on pense que tout le monde est comme nous. Donc moi, j'ai toujours veillé, ça c'est difficile, mais c'est pas le cas de tout le monde, et c'est pas un jugement, hein, c'est juste descriptif. Et moi, j'ai toujours veillé dans ces cas-là, finalement, à bien comprendre quel était le type de délégation que je pouvais mettre en place avec les gens. Et les multipotentiels sont des personnes où il y a une délégation forte, où on est d'accord sur les objectifs, sur le cadre, et puis les gens vont développer et mettre les projets. Après, on a des réunions de suivi quand même. Mais donc, c'est bien comprendre qui j'ai en face de moi et faire un effort aussi pour bien exprimer les choses si je n'ai pas en face de moi quelqu'un qui est multipotentiel. Voilà, mais je dirais quand on est salarié, c'est sortir peut-être un peu de cette posture de oui, je vais m'ennuyer, je vais partir, etc. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut construire. Dans le livre, je parle de job crafting, c'est-à-dire construire son propre job. Et comme les entreprises aujourd'hui, les métiers évoluent, la situation concurrentielle des boîtes évolue aussi, il y a beaucoup de choses qui changent, et donc il y a quand même beaucoup d'opportunités aussi. Je pense qu'on est un peu à la croisée des chemins là-dessus aussi. Voilà. Mais j'en ai parlé en plus dans un épisode, mais pareil, j'ai toujours du mal à les citer parce qu'on parle de beaucoup de choses sur une heure. C'est vrai souvent que... Oui, j'en ai parlé il y a même pas un mois, où on parlait en fin de compte de comment trouver des idées de création. Mais souvent, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de boîtes, même surtout les boîtes de start-up un peu, ou au contraire, les grosses boîtes, des fois, qui ont des métiers qui vont mourir ou qui laissent faire. Donc, au lieu de revendre la boîte, souvent, ils le donnent à un manager qui va lui développer. Ou sinon, il faut que le manager, comme tu le dis, se manifeste. Ils disent, voilà, moi, je veux le développer. Et comme ça, on fait indirectement. Donc, on parle du salariat à l'entrepreneuriat. Parce que c'est vrai que là, je t'ai posé la question pour faire une différence entre les deux. Mais on peut commencer 10 ans, comme tu as fait, comme moi, j'ai fait aussi, en étant multipotentiel dans une entreprise ou dans des entreprises. Et ensuite, passer à l'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'obligation, ou même des fois c'est le contraire, j'ai déjà vu le contraire, mais bon, en général c'est des gens qui créent des boîtes et qui vont aider en start-up ou des grands groupes parce que ils veulent pas s'arrêter, ils veulent continuer à travailler, donc voilà. Il n'y a pas de... J'ai posé la question, et toi tu l'as mis dans un chapitre, tu as différencié, mais techniquement, on peut être multipotentiel salarié, entrepreneuriat et vice-versa, faire les deux et passer de l'un à l'autre, c'est pas gênant. L'important c'est pas d'éviter l'ennui, mais de stimuler son cerveau et son envie d'apprendre et de créer, voilà, si j'ai bien compris. Après, il y a plein de formes possibles. C'est-à-dire, dans le bouquin, tu as Benoît Hurel qui a été multisalarié. C'est-à-dire qu'il avait plusieurs contrats de salariat avec différentes entreprises. Donc, en fait, il y a plusieurs... la multipotentialité peut prendre plusieurs formes. Elle peut être entrepreneur pur, on peut être entrepreneur salarié, on peut être salarié un certain temps, entrepreneur et redevenir salarié. Il y a plein d'allers-retours. Je dirais la forme juridique de l'organisation, elle est diverse et variée. Et c'est pas dans tous les multipotentiels, enfin chez tous les multipotentiels que j'ai pu rencontrer, c'est pas un frein. C'est pas un sujet qui est discuté en fait. C'est parce qu'il y a une opportunité intéressante et parce qu'on propose peut-être ce format-là. C'est ce format-là qu'on choisit. Parfait. Merci pour toi, Frédéric. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser ? Je ne pense pas. Je pense que tu m'as posé sinon, en tout cas, s'il y a des bonnes questions. On va aller réécouter le premier épisode, cet épisode-là. Allez donc acheter le livre, bien sûr. On achète même plusieurs et le donner aux amis. Hein. Ceux pendant qu'ils écoutaient, ils ont dit « Ah, ça me fait penser à un ami. » Faut l'acheter, faut lui donner. Faut lui offrir. Et aussi, donc, tu fais aussi donc, du coaching et des formations. Donc, je mettrai les liens vers ton site. Frédéric, grand merci. Et puis je te dis à bientôt. Ah, je peux juste rajouter. Ah, vas-y, rajoute. Juste rajouter que j'ai un podcast qui s'appelle Le Sirop. Oui. Et que dans ce podcast-là, j'extrais des livres business, des idées les plus originales et les plus concrètes. Voilà. C'est un bimensuel, c'est ça, hein ? Oui, c'est le jeudi tous les 15 jours.
Voilà, comme ça on a tout. Je dis tous les 15 jours. Bon, Ouais. ben, Frédéric, à très bientôt pour le 3e livre ou le 4e. Je crois que tu étais parti pour en sortir un tous les ans. Donc, je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir Thierry, merci. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lasta jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-lucis.fr contact@thierry-lucis.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.